l'existence de partis politiques n'est pas assujettie à la stabilisation du pays ou alors à la fin de la transition. Je disais tantôt, ils ont annoncé qu'au mois d'avril, il y aura des consultations pour élaborer une nouvelle charte de parti politique. Et ça, c'est une décision qui vient de différentes consultations qui ont été menées à partir des Assises nationales de la refondation. Donc, ce qui fait qu'il y aura une nouvelle charte de parti politique, certainement qui sera différente de la charte de 2005. Et peut-être qu'on va assister à une réduction du nombre de partis politiques, parce que c'est aussi ça, l'une des critiques qui revient souvent, c'est le nombre pléthore de pareil aussi au partis Burkina politiques. aussi. Voilà. Donc, il y aura une réorganisation à ce niveau-là, mais il n'a jamais été question de supprimer définitivement les partis politiques. Au Burkina Faso, aujourd'hui, il y a une charte. Il y a une constitution qui a été adoptée démocratiquement, qui n'a pas été suspendue, qui a été rétablie. Ça veut dire qu'il y a une combinaison entre une constitution démocratiquement adoptée, donc la démocratie, avec les exigences de la sécurité exprimées dans la charte. D'où l'expression démocratie sécuritaire. Mais vous pensez que dans nos pays-là, en fait, on peut s'asseoir comme ça, sur même un plateau de télé public, et critiquer... Non. Et critiquer ou même dénoncer des scandales d'État, on sait comment ça fonctionne. Donc, en fait, je pense que aujourd'hui, parce qu'il n'y a, pas de démocratie. Non, je veux applaudissons ceux qui ont la possibilité d'avoir des armes. Est-ce que je peux terminer? Il ne fait pas l'apologie du coup d'État. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Absolument pas. Je peux m'exprimer. Et surtout, est-ce que c'est le nouveau régime? Non, mais je peux m'exprimer. Je vais terminer, je vais chuter sur quelque chose. Vous savez, en fait, on est en Afrique de l'Ouest. Le problème, en fait, c'est que ce qui s'est passé au Mali s'est reproduit au Burkina, s'est reproduit au Niger. D'accord? La CEDEAO et ses alliés se disent que ça risque d'être une déferlante. On dit non au coup d'État. Ça circule partout. Non au coup d'État, non au coup d'État. Les mêmes personnes qui disaient non au coup d'État, quand le président tchadien est arrivé, ils n'ont pas dit non au coup d'État. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré cette fois-ci à l'actualité au Burkina Faso. Et pour en parler, nous recevons Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. Bonsoir, Carlil. Bonsoir, maître Ben Luther. Bonsoir, Carlil. Prima Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Insa. Bonsoir, Carlil. Et en duplex, Jean-Yves Doué. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir à tous. Monsieur, débutons avec la dissolution des partis politiques au Burkina. C'est une annonce qui a été faite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité. Il a annoncé la dissolution des partis et formations politiques à l'issue du dernier Conseil des ministres. Maître Ben Luther, est-ce que les choses ont été faites dans le respect du droit? Alors, d'un point de vue juridique, d'abord, il faut rappeler que la dissolution souvent des partis politiques est le propre des démocraties dites sécuritaires, c'est-à-dire que tout est suspendu, notamment aux impératifs de la sécurité. Moi, j'ai été voir la charte, la charte qui régit les institutions burkinabées aujourd'hui. J'ai vu que dans cette charte, il y avait absence de partis politiques. Voilà, il n'y avait aucune référence faite aux partis politiques. Et j'ai également lu une disposition qui disait que, puisqu'il faut le rappeler, que la Constitution de 91 avait été rétablie, avait été suspendue lors du premier coup d'État, puis ensuite a été rétablie. Et donc, il y a une disposition de la Charte qui dit qu'en cas de conflit entre la Constitution et la Charte, c'est les dispositions de la Charte qui l'emportent. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que l'activité des partis politiques au Burkina Faso est basée sur sur la Constitution de 91, mais sauf que si ces activités sont menées ou sont contraires aux intérêts sécuritaires actuels, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est la charte qui l'emporte et donc c'est comme s'il n'y avait jamais eu de parti politique, d'où la raison de la dissolution des partis politiques. Donc je pense que d'un point de vue sécuritaire, ça peut être justifié. D'un point de vue sécuritaire, au regard de la charte, ça peut être justifié. Maintenant, d'un point de vue de la démocratie au sens pur, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'au Burkina Faso, actuellement, c'est véritablement un régime démocratique au sens pluralisme du terme. Vous avez parlé de démocratie sécuritaire, c'est nouveau ça?
Je ne sais pas, la démocratie, c'est un fourre-tout. Hein. Mais je pense que... Là, si on lit les propos du ministre, il accuse les partis politiques d'avoir favorisé la division des citoyens, contribué à la fragilisation du tissu social et créé un développement déséquilibré du territoire. Ce sont des motifs qui permettent de dissoudre. Bien entendu. D'ailleurs, le rôle d'un parti politique, c'est quoi? C'est de concourir tout simplement à l'unité nationale, de veiller à ce qu'il y ait la cohésion nationale. On peut avoir des divergences d'idées, etc. Mais ce qui rassemble, c'est l'unité nationale. À partir du moment où des partis politiques s'écartent de cette logique, à ce moment-là, les partis ne concourent plus pour l'intérêt général et donc, dès lors, sont en porte-à-faux avec la loi et une dissolution peut être justifiée à ce moment-là. Président Jean-Paul Laurent, en tant qu'analyste politique, c'est une décision... Je dirais qu'il peut avoir aussi un coup politique pour le président de la transition ou pas? Un coup politique. Un coup politique en termes d'analyse, peut-être on peut dire qu'il y a un vrai recul démocratique encore au Burkina Faso ou on reste dans la continuité. J'ai bien aimé l'expression démocratie sécuritaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire démocratie sécuritaire. Franchement, c'est avec Maître Ben que on va en développer plus tard. Cela. Pour moi, c'est ce type de formule très souvent que c'est un pouvoir ou c'est un régime crée pour donner une spécificité à sa démocratie qui ne correspond pas véritablement au fond du mot démocratie. On a entendu des fois démocratie à l'ivoirienne, histoire de restreindre un peu les choses, machin, pour ne pas leur donner cet élan qu'est véritablement le concept de démocratie. Mais pour revenir à la situation burkinabé, j'avoue que je ne suis vraiment pas surpris. Cette question des dissolutions des partis politiques, il fallait s'y attendre depuis la naissance de ces chartes qui, sans mettre en difficulté ou du moins sans retirer la Constitution, il crée une nouvelle hiérarchie des normes où du coup la charte est au-dessus de la Constitution. Et nous, en dessous, on sait que sur la Constitution, dans la hiérarchie des normes, il y a la Constitution, les lois et ensuite les décrets et arrêtés. Mais extraordinairement, ce régime a réussi à créer une autre hiérarchie des normes qui existent dans le monde. Donc pour moi, quand cette histoire des chats est arrivée, il dit bon, c'est fini. Il peut se permettre tout et je peux aller plus loin et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable recul démocratique, ce qui se passe au Burkina Faso. Cela correspond certainement à une volonté. Je ne veux pas critiquer ce régime pour dire, là où ils vont là, ils vont nous dire, on assiste maintenant, peut-être qu'on va aller plus profondément après, mais pour moi, je vais chuter sur ce devait pour dire, Ibrahim Traoré est en train de rendre son régime hyper présidentialiste dans la mesure où il n'y a même pas de contre-pouvoir, je dirais, institutionnel. Parce que la démocratie existe sous plusieurs formes. Il y a la forme institutionnelle avec les institutions qui arrivent, qui peuvent être des contre-pouvoirs les uns pour les autres. Et il y a la démocratie, je dirais, active où les populations, les partis politiques, les syndicats ont l'occasion de parler, s'exprimer dans un cadre des libertés collectives et individuelles. Mais dans le cas actuel aujourd'hui, Ibrahim Traoré devient véritablement l'homme fort du Burkina Faso au sens plein du terme, parce qu'en face de lui, il n'a aucun contre-pouvoir. Les partis politiques sont en total déphasage continu avec les aspirations réelles du peuple et les enjeux stratégiques, notamment sécuritaires. Brima, oui, alors, sur les mots du ministre vous savez, il y a l'administration territoriale. Il y a une maxime qui dit qu'il n'y a jamais 203, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui cette décision, je pense qu'elle s'inscrit d'abord dans la dynamique de la confédération de l'AES, parce que ça a d'abord commencé au Niger, donc la dissolution des partis politiques, ensuite au Mali, et cette fois-ci, nous sommes au Burkina Faso. Donc je pense que c'est une décision qui est attendue. Et en réalité, c'est vrai que c'est peut-être un acte officiel qui met officiellement fin à l'existence des partis politiques, mais dans les faits, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, à la tête du Burkina Faso en septembre 2022, les partis politiques ne mènent aucune activité politique.
Donc je pense que dans les faits, c'était déjà le cas. Et autre chose, peut-être pour répondre à tout ce qui a été dit par rapport à la démocratie sécuritaire ou la démocratie tout simplement, le capitaine Traoré a déjà clarifié cela dans plusieurs de ses allocutions. Au Burkina Faso, on n'est plus en démocratie, on est en révolution progressiste populaire. Ouais. C'est très clair. C'est-à-dire que je pense que les débats ne se posent même plus au Burkina s'il s'agit de démocratie ou pas. Ça a été tranché par le capitaine Traoré. Et je pense que ça, c'est important aussi parce que vous savez, les langages ne servent pas uniquement à décrire le fait, mais servent aussi à construire des imaginaires collectifs. Et donc, c'est pour cela que, et même si on s'inscrit dans les cadres démocratiques, à mon avis, l'instrument de mesure en démocratie, c'est le peuple. Donc aujourd'hui, vous donnez la parole aux Burkinabés, vous leur dites ce qu'ils pensent de cette décision. Je peux prendre le pari qu'une grande majorité soutiendrait la dissolution des partis politiques. C'était ma question sur le Et donc justement, même si on s'inscrit dans la norme démocratique au sens pur, c'est-à-dire que le choix du peuple, je pense qu'on peut dire que bon, aujourd'hui, c'est une décision qui est favorable, qui est accueillie de façon favorable par une bonne partie de la population. Mais par contre, moi, je mettrais peut-être un bémol par rapport aux motifs évoqués. Parce que quand on dit que les partis politiques ont fragilisé les tissus sociaux, l'unité nationale, vous savez, ça c'est justement un groupe de mots qu'on appelle en analyse des discours la langue des cotons, c'est-à-dire que ce sont des expressions toutes faites et qui acquièrent systématiquement l'adhésion des populations. Mais dans les faits, je pense qu'il faut quand même mettre un bémol. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la sociologie politique du Burkina Faso, je n'ai pas l'impression que les citoyens adhèrent à des partis en fonction de leur groupe ethnique. Ça, ce n'est pas un phénomène qu'on constate très souvent au Burkina Faso. Peut-être dans d'autres pays, oui, mais pas forcément au Burkina Faso. Donc, évoquer cela, et j'en veux pour preuve, pour terminer, vers la fin du mandat de Roch Kaboré, donc avant le coup d'État, la principale figure d'opposition, donc Zéphirin Diabré, donc président de l'UPC, est entré dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'en tant que ministre d'État chargé de la réconciliation, justement. Et donc je pense que ce sont des mesures qui avaient été prises avant même cette période au Burkina Faso. Donc les motifs évoqués, je crois qu'on aurait pu être déjà très clair en disant que le bilan des partis politiques est infaillible, on aurait pu trouver des arguments assez logiques, plutôt que de passer par... Sur la division des citoyens, à votre avis, ça ne passe pas cet argument? Non, mais bon, après, les citoyens ne tiennent peut-être pas forcément compte de... Moi, c'est un peu ma casquette d'analyse des discours que je dis ça, mais je crois que dans les fonds, les citoyens, comme je l'ai dit, quand vous leur posez la question, je pense que beaucoup diront qu'ils sont d'accord avec ça. Et d'ailleurs, même quand vous avez suivi la réaction d'Edi Komboigo, donc, qui est le chef du parti, de l'ancien parti au pouvoir CDP, ouais. Qui a accepté justement, est-ce qu'il avait le choix? Je pense que c'est aussi une autre question. Mais dans le fait, dans l'opinion, ce que je vais dire, c'est que c'est une décision qui n'est pas forcément contestée. Bon, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et c'est vrai que ça fait vraiment débat. C'est en fait le modèle type. Je pense que depuis quelques années en Afrique, j'ai l'impression qu'en fait, la démocratie est un instrument sacro-saint qui peut-être émane en fait du tout-puissant et qu'il faut forcément l'imposer. Vous savez, je pense que tout part d'une vision. Et à la base, en fait, Ibrahim Traoré n'est pas un politicien. Il n'est pas arrivé au pouvoir par des élections. C'est ce que les gens souvent ils oublient. En fait, quelqu'un qui arrive en fait au pouvoir, il fait ce qu'on appelle un coup d'État. Il ne vient pas en fait continuer ce qui a été fait. Normalement, il vient déranger une stabilité. Il dérange un ordre qui est établi. Il arrive avec une vision. Il arrive avec sa vision. Et sa vision, il la soumet. Alors, il faut comprendre quelque chose. Moi, la démocratie toute faite, je ne suis pas un partisan de cela, parce que je trouve qu'on se fourvoie et on ment beaucoup dans nos pays africains. D'accord? La démocratie est un slogan. Si on veut véritablement regarder en Afrique de l'Ouest, je vous demanderai de chercher un pays qui est vraiment démocratique, peut-être le Ghana. Et le Sénégal. Même le Sénégal, on a vu avec Macky Sall. Le Libéria peut-être aussi ou... Le Libéria, bon après, oui, effectivement, le Libéria est un cas d'école, mais vous savez les péripéties qui sont passées au Libéria. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut passer par des catastrophes avant de voilà. Donc il y a quelque chose de très, pour moi, qui est évident. Et effectivement, mon prédécesseur l'a précisé. Ibrahim Traoré, moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises parler de révolution progressiste populaire. Il a dit on n'est pas dans les modèles. Mais vous verrez en fait dans le narratif de la plupart d'une intelligentsia qui parle tout le temps de démocratie. Oui, c'est vrai, une intelligentsia, une élite intellectuelle africaine, démocratie, démocratie à tout va. Si on veut véritablement être des démocrates, il faut s'exprimer sur tout.
Parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui ne vont pas. Déjà, il y a une base qui parle de la séparation des pouvoirs. Est-ce que les pouvoirs sont véritablement séparés en Afrique de l'Ouest, par exemple? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. D'accord? Il y a une sorte de loi du plus fort, de celui qui est en costume, qui fait ses 5 ans. Loi du plus fort, ou souvent truc, d'accord, l'élection des élections, ou souvent on a une grosse influence sur les différents pouvoirs. C'est un fait. Après, c'est une question de vision. Il a sa vision. Il arrive tout à l'heure, Maître parlait des démocraties sécuritaires. Moi, je n'emploierai pas ce terme, voilà. Mais je pense qu'il oui, non, il a une vision qui, pour moi, avant toute chose, est sécuritaire. Il a aussi une influence, que l'on veut ou pas, qui est plutôt marxiste, qui est plutôt, on va dire, plus ou moins marxiste ou léniniste, où on parle effectivement d'une nationalisation de l'économie, où on a aussi, d'accord, en inimitié, un certain bloc. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Et est-ce que ce modèle a déjà existé en Afrique de l'Ouest? Oui, il a existé au Ghana, avec Jerry Rawlings. Voilà, et c'est un modèle. Et Jerry Rawlings, à cette époque, on disait oui, effectivement, que c'était un dictateur, il était contre la démocratie. Mais ces mêmes institutions qui reprochaient à Jerry Rawlings d'avoir géré le Ghana et de mettre le Ghana vraiment sur des rails, sont venus le féliciter plus tard. Et il a eu organisé des élections au Ghana. Aujourd'hui, le Ghana est un modèle, d'accord, est un modèle. Franchement, on ne dira pas qu'il est parfait, mais c'est un cas d'école aujourd'hui. Donc, il a une vision. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques seront suspendus définitivement au Burkina Faso? Moi, je n'y crois pas. Il y aura un projet de loi qui créera bientôt le statut de chef de l'opposition. Donc, c'est un peu, on parle d'une réorganisation, je pense. Bah, c'est comme le cas du Mali, parce que tout à l'heure, mon prédécesseur indiquait pour le Mali, parce que contrairement au Niger et au Burkina, le Mali n'a pas suspendu définitivement. C'est une suspension qui est provisoire, qui est dite provisoire. Même des partis d'opposition avaient levé de la voix pour savoir s'il devait avoir une clarification à ce niveau. Moi, je parle juste, en fait... Le provisoire, c'est pour combien de temps au Mali, là? Non, mais il y a même un procès en cours. Effectivement. Donc, moi, j'ai suivi cela de près. Moi, contrairement... Non, je voudrais t'arrêter 2 secondes pour... Le provisoire malien, là, c'est combien de temps? Bon, non, je peux vous répondre. Hein. Oui. Déjà, au mois d'avril, il y aura une consultation sur la nouvelle charte de partis politiques au Mali. Donc, pour redéfinir la charte de partis politiques au Mali. Donc c'est pour dire, et d'ailleurs quand vous avez remarqué dans les 3 pays, il n'y a qu'au Mali où avant la dissolution des partis politiques, il y a eu des manifestations au début du mois de mai 2025, parce qu'au Mali, il y a cette pratique démocratique, entre guillemets, avec toutes les failles qui accompagnent, mais de 92 jusqu'à 2020, il y a eu régulièrement des élections au Mali, il y a eu des figures politiques qui ont émergé, et ce qui n'est pas le cas justement au Burkina Faso, au Niger, parce que vous savez qu'au Burkina, c'est uniquement Roch Kaboré qui a été le premier président démocratiquement élu en 2015. C'est combien de temps? Alors, non, mais je vous réponds qu'au mois d'avril, il y aura la consultation sur la nouvelle charte. Je peux rebondir là-dessus. Dans la décision... Parce que je devais chuter. Allez, le président, terminez, oui. Parce que dans la décision qui a concouru à la dissolution des partis politiques au Mali, il est dit clairement que quand la junte militaire qui est actuellement aux affaires aura sécurisé le Mali, à partir de ce moment-là, maintenant, on pourra passer à, je pourrais dire, la réinstauration du multipartisme au Burkina. Si. L'idée fondatrice de ça, c'est ça. Je sais qu'il y a toujours eu des échanges constants, d'accord, avec l'opposition malienne. À partir d'un certain moment, effectivement, l'opposition malienne était assez bruyante. Donc, il y a eu cette suspension provisoire. Mais des échanges avec les partis d'opposition, des leaders d'opposition, même des gens comme Moussa Mara, effectivement, qui était, je crois qu'il avait eu quelques grabuges il n'y a pas très longtemps. C'est un premier ministre qui est actuellement en prison. Oui, voilà. Mais quand même, ils donnent la voix, leur parti donne la voix et tout. Juste vous dire quelque chose, tout part pour ma part, tout part d'une vision. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une vision. Ibrahim Traoré, il a une vision bien tranchée, qui ne plaît pas aux gens, parce que la démocratie est galvaudée un petit peu partout sur notre continent. Il a sa vision, lui, il n'est pas venu en fait d'accord pour essayer de faire des arrangements. Il a une vision, c'est l'objectif premier, il est tout d'abord sécuritaire, mais vous verrez aussi effectivement qu'il y a des grands travaux qui sont faits, il y a des chamboulements sur les chantiers économiques, il y a effectivement des chamboulements aussi sur les relations internationales et les partenaires qu'il faut. Merci, Jean-Yves. Bon, moi en fait, peut-être je vais revenir sur ce que Maître a dit, je crois qu'il a parlé de démocratie sécuritaire et que en fait, cette façon de faire était propre aux démocraties sécuritaires. Je pense qu'il veut, voilà, on sait à quoi Maître il fait allusion. Mais moi, j'aimerais rappeler aussi à Maître que même en Côte d'Ivoire, vous savez, pendant les élections présidentielles là, il y avait par contre, peut-être c'est pas textuellement le même cas, mais quand même on peut voir quelques similitudes.
dans le sens où, en fait, ils avaient suspendu les activités des partis politiques pendant la période des élections. C'est-à-dire qu'en dehors des partis qui étaient engagés à la course pour les élections présidentielles, les autres n'avaient pas le droit de mener des activités politiques. Voilà. Et donc, je vais dire que c'est par rapport à une circonstance, c'est par rapport à des faits, mais c'est par rapport à une réalité que cela a été imposé, je vais dire, aux partis politiques, à certains partis politiques de l'opposition. Donc, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, c'est une situation, il y a une situation particulière aujourd'hui. On brandit l'aspect sécuritaire avec tout ce qu'on a comme phénomène djihadiste et tout. Donc, si aujourd'hui le capitaine Ibrahima Traoré estime que l'opposition, pour ne pas dire les partis politiques d'opposition aujourd'hui fragilisent le tissu social, bah c'est un fait. Parce que il faut aussi remarquer qu'en politique, là, je pense qu'on dit tous les coups sont permis. Donc, souvent, certains vont instrumentaliser cette lutte contre le terrorisme, là, au lieu de faire corps un avec les autorités pour pouvoir lutter contre le terrorisme, ils vont peut-être peut-être se laisser peut-être rentrer dans le jeu et puis essayer de tirer profit. Donc aujourd'hui, la décision que le capitaine Ibrahima Traoré prend, cette décision de suspendre, de dissoudre pardon, les partis politiques, pour moi, c'est une décision qui est à saluer par rapport à, je vais dire, au pays de la sous-région, même pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, cette action-là, en fait, est faite pour lutter contre le terrorisme. Quand on sait qu'aujourd'hui le Burkina constitue une grande, je dirais une grande digue contre le terrorisme parce qu'ils viennent en fait, ils viennent du nord. Donc aujourd'hui, la décision que ce pays-là prend, c'est pour lutter contre ça. Donc tant que nous, ils luttent contre le terrorisme et que ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une décision à saluer. Mais je me rends compte que certains, comme on le disait, certains élites ivoiriens, il y a certains quand même qui commencent à attaquer cette décision et ils parlent de démocratie, mais sans la rappeler. Voilà, si le capitaine Ibrahima Traoré aujourd'hui, lui, ne parle pas de démocratie, voilà, il a son régime à lui et bah, c'est le pays, c'est leur pays. Si les Burkinabés aujourd'hui saluent, et je pense que c'est une décision qui est saluée du côté du Burkina, s'ils saluent cette décision-là, ils font un avec le capitaine, je veux dire, qui sommes-nous? Voilà, il ne faudrait pas que c'est lorsque l'enfant ne t'appartient pas, c'est moment que ses pleurs te dérangent. Sinon, quand ça a été fait en Côte d'Ivoire, ça n'a pas dérangé quelqu'un aujourd'hui. Si c'est fait au Burkina, si les Burkinabés eux-mêmes ne s'en plaignent pas, bah, pourquoi ça sera à nous de s'en plaindre. Alors, je pense je vais poser une question pour replanter encore le débat, mais merci Jean-Yves pour vos propos. Enfin, quand je vous écoutais, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on peut faire de la politique aujourd'hui dans l'espace AES? Ça, c'est un débat qu'il faut se poser. Est-ce que l'homme a la politique au sein de l'AES aujourd'hui, Brahima? Oui, moi j'ai dit directement non. Hein. Moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, l'heure n'est pas la politique parce qu'il y a un problème plus sérieux. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup de coups bas. Tous les coups sont permis. Voilà, ils sont capables même d'utiliser en fait ces terroristes pour essayer d'arriver au pouvoir coûte que coûte. Donc aujourd'hui, l'heure n'est même pas la politique. Pour moi, aujourd'hui, l'heure à la sécurisation du territoire burkinabé. Donc le Burkina doit regagner tout son territoire pour pouvoir maintenant passer à une autre étape qui sera peut-être après de faire la politique. Brima, vous avez la parole, rassurez-vous. Oui, alors je pense qu'on peut faire de la politique, mais pas de la politique politicienne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une différence, parce que la politique au sens noble, réfléchir à un programme de développement au côté sécuritaire, tout ça, ça reste de la politique. Mais la politique politicienne, effectivement, c'est-à-dire que ce qu'on a connu auparavant, et parce que pourquoi au Mali d'ailleurs, je disais tantôt que pendant plus de 20 ans, donc de 92 jusqu'à l'élection de 2012, on a été dans une démocratie qui d'ailleurs, on prenait souvent exemple sur le Mali, mais on s'est rendu compte que les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Et c'est ce qui fait qu'au-delà même des dirigeants, dans l'opinion publique, dans cet espace AIS, vous verrez que beaucoup de personnes ne croient plus à la politique en tant que, en fait, aux leaders politiques, aux formations politiques. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand vous posez la question, est-ce qu'on peut faire de la politique politicienne? Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait se poser, parce que déjà, il n'y a même pas d'agenda électoral. Donc pour faire de la politique, il faut quand même des échéances électorales qui soient prévues, que les acteurs politiques se préparent donc en campagne. Ça n'existe pas. Donc dans le calendrier, ça n'existe pas. Mais par contre, quand je dis qu'on peut toujours faire de la politique, j'insiste là-dessus, et surtout pour les cas du Mali. Le Mali n'a jamais dit qu'il n'y aura plus jamais de partis politiques. Et d'ailleurs, même l'existence de partis politiques n'est pas assujettie
à la stabilisation du pays ou alors à la fin de la transition. Je disais tantôt, ils ont annoncé qu'au mois d'avril, il y aura des consultations pour élaborer une nouvelle charte de parti politique. Et ça, c'est une décision qui vient de différentes consultations qui ont été menées à partir des Assises nationales de la refondation. Donc, ce qui fait qu'il y aura une nouvelle charte de parti politique, certainement qui sera différente de la charte de 2005. Et peut-être qu'on va assister à une réduction du nombre de partis politiques, parce que c'est aussi ça, l'une des critiques qui revient souvent, c'est le nombre pléthore de pareil partis aussi au Burkina politiques. aussi. Voilà. Donc, il y aura une réorganisation à ce niveau-là, mais il n'a jamais été question de supprimer définitivement les partis politiques. Président. Bon, moi j'aimerais qu'on reformule peut-être un peu ta question. Est-ce que la politique est encore possible dans cette zone de l'AES? Pour moi, oui, la politique est encore possible parce que la politique, au sens propre du terme, c'est la gestion de la cité. Voilà. Mais est-ce que plutôt la démocratie, j'ai entendu, sans dire que non, si je peux un peu résumer son propos, la démocratie est une lubie peut-être des intellectuels qui ont très souvent. Non, la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, c'est les libertés individuelles et collectives. La démocratie, c'est l'expression, la libre expression de chaque citoyen. La démocratie, c'est l'égale dignité de chaque citoyen devant la loi. C'est cela la démocratie. Maintenant, si on veut nier ça par une autre forme de gouvernance qu'on pourrait appeler la révolution progressiste, je dis ok, mais maintenant, parce que on dit non, Ibrahima disait oui, si on demande au Burkinabé, ils vont dire oui. Mais c'est vrai, peut-être ils vont dire oui, si on passe, machin, c'est possible, d'après ce que tu dis. Mais moi, je sais, j'ai des faits où des journalistes ont critiqué peut-être un certain nombre de la gestion sécuritaire des autorités de Ouaga. Il y a des médecins, des hommes libres qui ont porté la parole critique sur la gestion des affaires sécuritaires. Ils sont retrouvés où? Treillis, arme à la main, on va sur le terrain voir comment ça se passe. Oh. Mais c'est vrai, Il y a des cas comme ça, oui. Il y a eu des faits. Non, non, mais je sais, mais on va revenir sur ces faits-là parce que c'est quand même intéressant. C'est représentatif de l'opinion générale. On va revenir. Pour moi, c'est ce que je suis en train d'exprimer. Parce que quand on pose la question de la démocratie, c'est vrai qu'on a tendance à se limiter aux partis politiques. On ne pense pas à la réalité de l'individu, du citoyen. Mais on pense aux partis politiques. Je le dis chaque fois sur ce plateau. Je suis convaincu que c'est pareil au Burkina. Tous les Burkinabés ne sont pas encartés dans des partis politiques. Tous les Maliens ne sont pas encartés dans des partis politiques. Je ne suis même pas sûr que 1% des Maliens ou 1% des Burkinabés ou 1% des Nigériens sont encartés dans des partis politiques. Pourquoi veut-on voir la liberté, l'expression libre, la liberté d'association de ces citoyens-là dans des partis politiques? Quand ce n'est pas le cas, quand ceux-là s'expriment et ils prennent la parole critique, on les prend surtout sur les questions sécuritaires, on les prend, on les met en tri, on les met en armes et on les envoie sur le terrain. C'est de cela que moi je parle. Moi je suis un homme libre, j'ai envie de parler librement. Mais je n'accepterai pas que nos citoyens sur une autre planète, sur un autre bout de la planète, puissent être embrigadés. Parce que tout simplement, il a pris la parole politique. Pour revenir sur la question du Ghana, rappeler à mon ami Nsan que le Ghana n'est pas une exception. On l'a connu au Nigeria, au Obasanjo. C'est à la suite d'un coup d'État qu'aujourd'hui, il a mis ses institutions démocratiques au Nigeria. Ne nous trompons pas, hein, le Nigeria, les élections se déroulent propres. Hein. Sans, il n'y a pas de bruit. Aujourd'hui, on ne meurt plus au Nigeria à cause d'élections. Pareil comme au Ghana, les institutions se passent nickel, propre. C'est qui est le problème dans ces zones-là, comme on aime à le dire? C'est quand un individu se lève, il prend pistolet, il prend fusil, il fait coup d'État. Et puis on est d'accord pour dire non, il a sa vision. Avec sa... Ok, moi aussi j'ai ma vision. Je vais aller prendre pistolet, je vais aller prendre fusil, je vais le tuer. J'ai ma vision. Si on reste dans cette logique où quelqu'un a sa vision et il prend les armes pour le faire, on va pas en finir. On ne va pas sortir de ce cycle. Président. Maître, allez-y sur la démocratie sécuritaire. Vous avez été réagir sur la démocratie sécuritaire. Finalement, hein, j'ai entendu mon cher Brahima, j'ai entendu mon frère et Jean-Yves. En fait, on dit la même chose. Tout ce que vous avez dit, vous avez mis au cœur de votre raisonnement la sécurité. Oui. Jean-Yves parlait du terrorisme, etc. Oui. On va aller un peu dans
dans une espèce de technicité juridique, très rapidement. Au Burkina Faso, aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, il y a une charte. Il y a une constitution qui a été adoptée démocratiquement, qui n'a pas été suspendue, qui a été rétablie. Ça veut dire qu'il y a une combinaison entre une constitution démocratiquement adoptée, donc la démocratie, avec les exigences de la sécurité exprimées dans la charte. D'où l'expression démocratie sécuritaire. Il ne s'agit pas d'une question de vision. Nul ne remet en cause la vision du président du Faso. Nul ne remet en cause. On voit ce qu'il fait, il réalise, il fait des choses incroyables et que je salue par ailleurs. Mais c'est le propre de toute révolution. La révolution ne signifie pas pensée unique. La révolution ne signifie pas pensée unique. La révolution française qui a conduit à la démocratie, l'essence même de la démocratie française, c'était la révolution. C'était la révolution. Ça veut dire qu'il y a une diversité d'opinions. Et là aussi, j'aimerais aussi réagir sur quelque chose très rapidement. On a dissous des partis politiques. Mais pourquoi on n'a pas dissous tous les partis politiques? C'est-à-dire? Il y a des partis qui ont été dissous. Est-ce que c'est tous les partis qui ont été... il y a encore des partis qui existent? Non. Non. C'est tous les partis qui ont été... Tous les partis politiques au Burkina. J'ai peut-être pas cette information. On a dissous tous les partis politiques. Absolument. OK? Quel est le message qu'on veut envoyer? Sécurité. C'est la sécurité. On est d'accord. Pourquoi ne pas alors dissoudre la Constitution de 91, qui pose les bases donc de la démocratie et qui est encore en vigueur? C'est ça, ce mêlé-mêlé-là me pousse à dire qu'on est dans une démocratie sécuritaire, mais où les impératifs de la sécurité s'imposent, d'accord? S'imposent, priment sur les impératifs démocratiques, tout simplement. Et je vous ai je vous ai dit qu'il y a une disposition qui dit, et le président l'a bien rappelé en termes de hiérarchie des normes, qu'en cas de conflit entre la Constitution de 91 et la charte, c'est la charte qui prime. C'est la charte qui prime. Cela signifie que quelque part, la charte reconnaît la Constitution de 91, donc une espèce de démocratie qui existe, ok? Mais sauf que devant les exigences, devant les impératifs de sécurité, c'est la charte qui prime. C'est tout simple en fait. Ça. Bon, Alors, avec son exégèse, j'avoue que j'ai du mal à mettre ensemble la sécurité et la démocratie. Démocratie, c'est que... Maître, tu es en train de créer un monstre. En fait, c'est la réalité, c'est le contexte. On revient à ce que je disais, qui est l'objectif calendaire qui n'est pas révélé. C'est pas parce qu'en fait aujourd'hui ils ont décidé en fait d'accord de dissoudre les partis politiques. J'ai donné le cas du Ghana. À l'époque, Jerry Rawlings, en fait, son premier coup d'État, il remet les politiciens en place. Les politiciens font n'importe quoi, il refait un autre coup d'État. Il décide cette fois-ci de remettre en fait le Ghana sur, d'accord, les rails pendant de longues années. Alors en ce moment, il était traité de tous les noms. Et par la suite, il y a eu des élections. Et les gens se sont alignés sur ce même modèle. Aujourd'hui, il y a une stabilité. En fait, il n'avait pas donné d'accord de calendrier comme la CEDEAO impose. En fait, d'accord, il y a un agenda calendaire sur 4 ans, 3 ans et autres. Le mec, il avait son objectif, il avait une vision, il a accompli sa vision selon lui. Et je pense que c'est pareil, c'est pour cela cette constitution, parce que quel était l'intérêt? Il pouvait aussi dissoudre la constitution de 91. Il aurait dû le faire. Il n'était pas et surtout, pourquoi même dissoudre les partis? Pourquoi dissoudre les partis politiques maintenant? Attendez. Ça, mais pourquoi dissoudre les partis politiques maintenant, sachant que, comme Birima le disait, dans les faits, il n'y avait pas de vie politique même au Non, Burkina. parce qu'effectivement, je vais vous dire quelque chose. Dans le narratif, j'ai sorti mon mot, enfin, il était en repos, voilà, dans l'imaginaire, d'accord, dans le subconscient des populations, parce que le président a dit quelque chose auquel je corrobore à 100%, c'est les populations ne sont pas, normalement, nos populations ne sont pas politisées pour la plupart. Mais vous faites une statistique ou un panel dans la rue, dans la plupart des pays francophones, hein, d'accord, les citoyens sont déchus des partis politiques. Déchus des partis politiques, parce que la vie politique, on a l'impression que c'est une élite, d'accord, c'est une élite qui ne regarde pas forcément les réalités des peuples. Pour la plupart, ils sont déchus. Donc, Ibrahim Traoré, lors d'une interview, parlait de cela. Il parlait de la déconfiture en fait de l'armée burkinabé à partir des années 90, avec ce qu'on a connu comme crise et les propositions de Bretton Woods et autres. Il a dit qu'en fait l'État en lui-même en fait a été dézingué. La plupart des sociétés d'État ont été défigurées et c'est dans la plupart de nos pays aussi où on parle le français. Il a dit à partir de ce moment, il n'y avait pas véritablement une stabilité. On a un régime fort, mais en fait on a des disproportions entre les populations et d'accord l'élite dirigeante. Donc,
pour revenir sur ce point, la plupart aujourd'hui de nos populations cherchent un sauveur. On a des systèmes qui sont là d'apparence, c'est ce que j'ai dit. Si, je vous promets que si le pouvoir d'État dirigé par nos démocrates, là, qui gagnent les élections dans nos pays francophones, était distinct de nos populations, il ne ferait même pas 2 jours. Parce que les populations allaient les faire sauter. Ce que le président ne veut pas, là, où il dit que quelqu'un est plus fort, il prend les armes, là, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont sans armes, qui n'ont pas fait de formation militaire, qui le songent. Mais ils vont s'exprimer comment? Quand on revient, on dit la démocratie, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'État. Ouais, ça c'est bien, c'est une formule, c'est théorique. Mais vous pensez que dans nos pays-là, en fait, on peut s'asseoir comme ça, sur même un plateau de télé public, et critiquer... Non. Et critiquer ou même dénoncer des scandales d'État, on sait comment ça fonctionne. Donc, en fait, je pense que aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Non, je veux applaudissons ceux qui ont la possibilité d'avoir des armes. Est-ce que je peux terminer? Il ne fait pas l'apologie du coup d'État. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Absolument pas. Je peux m'exprimer. Et surtout, est-ce que c'est le nouveau régime? Non, mais je peux m'exprimer. Je vais terminer, je vais chuter sur quelque chose. Vous savez, en fait, on est en Afrique de l'Ouest. Le problème, en fait, c'est que ce qui s'est passé au Mali, s'est reproduit au Burkina, s'est reproduit au Niger. D'accord? La CEDEAO et ses alliés se disent que ça risque d'être une déferlante. On dit non au coup d'État. Ça circule partout. Non au coup d'État, non au coup d'État. Les mêmes personnes qui disaient non au coup d'État, quand le président tchadien est arrivé, ils n'ont pas dit non au coup d'État. Pour la plupart, même des organisations et certains pays occidentaux, qui prônent souvent, d'accord? Il y a un coup d'État au Tchad. Bon. Soit sérieux. Attendez. Je vais répondre. Bon. Le Tchad est doté de lois. Quand le chef de l'État qui est en exercice décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Absolument. Alors, si le président de l'Assemblée nationale ne prend pas le pouvoir, une tierce personne prend le... Non, une tierce personne prend le pouvoir. Comment on appelle cela? C'est un coup d'État. Ok, d'accord, donc je continue. C'est un coup d'État. Je te pose une question. C'est un coup d'État armé? Non mais... Je vais mettre du beurre dans cette Je veux l'amener à ce qu'il nous dise que c'est un coup d'État. Non, attendez. Attendez, je vais répondre. Il faut qu'on arrive sur le fait que c'est un coup d'État constitutionnel. Attendez, coup d'État constitutionnel ou armé? Je vais répondre, mais je vais vous dire même que c'est un coup d'État armé, c'est pas un coup d'État constitutionnel. Parce que qui était le fils de M. Idriss Déby dans le dispositif gouvernemental? Qui était-il? Et quelle fonction a-t-il? Et d'accord? Il est de l'armée. Il fait un coup d'État. Il ne rentre même pas dans le dispositif constitutionnel. Vous voulez justifier cela? Bon, laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Non, ce sont des faits. Non, je vais chuter. Non, mais je veux chuter. Permettez que je chute. L'illustration tchadienne ne correspond pas à la réalité burkinabé. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Parce que c'est votre analyse. Alors, bon, c'est bon. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais juste dire quelque chose de très important. Effectivement, on fait cela, effectivement. Quand on parle, c'est pour les peuples. Et moi, j'insiste sur le besoin, d'accord, que les peuples ne se sentent pas. Au Mali, on a eu le cas du Mali, d'accord, quand il y a eu le coup d'État. Bien avant, les populations maliennes étaient dehors. Il y a un Malien qui est ici qui peut me le confirmer, d'accord. Qui a beaucoup écrit en plus. Voilà, le cas du Niger. Donc je vais dire qu'il y a un déphasage entre une élite, une catégorie, d'accord, de ces intellectuels qui pensent qu'en fait, d'accord, voilà, la démocratie, elle est véritablement libre, on s'exprime librement. Et puis il y a une réalité qui fait que quand il y a des hommes en armes qui prennent le pouvoir, malheureusement, une frange de la population les acclame. Jean-Yves. Oui. Donc la question que tu as posée, c'était quoi? Tu as posé la question de savoir... pourquoi la dissolution intervient maintenant? Voilà, pourquoi cette dissolution intervient maintenant. Il faudrait qu'on essaie de regarder les événements qui se sont passés avant. On a l'arrestation de Damiba le 17 janvier. À la suite de cette arrestation, on a eu une cascade de chefs de l'armée qui ont été démis et tout, voilà. Et apparemment, après ces arrestations-là, il y a aussi quelques civils qui apparemment ont eu des liens avec Damiba. Donc moi, je pense que déjà, il y a Damiba qui arrive et donc les services de renseignement sont sûrement en train de faire ce qu'il faut. Et à la suite de ça, on a cette dissolution-là. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux événements. Pour moi, il y a forcément quelque chose, il y a forcément un rapport entre l'arrivée de Damiba et puis la dissolution. Peut-être certains partis politiques ont été tensés. Peut-être, je ne dis pas que c'est ce qui est, mais ça peut être une raison. La seconde raison, c'est quoi? C'est que dans le communiqué, on dit le financement de ces partis politiques, c'est-à-dire le financement est arrêté et donc tous les comptes... Oui.
Ça aussi, c'est un point, effectivement. Les partis politiques seront utilisés quelque part pour la lutte et tout. Donc, le patrimoine des partis dissous est dévolu à l'État. Ouais. Voilà, est dévolu à l'État. Donc, quelque part aussi, il y a ça. Même s'il n'y a pas de vie, on sait que, voilà... logique, ce sont des associations. L'État, donc le gouvernement burkinabé va utiliser cela pour pouvoir, donc moi je pense que ce sont les deux raisons qui puissent motiver cette dissolution maintenant. C'est une transition sur le prochain sujet, sur la question d'Amiba, son extradition, je vais arriver, qui continue de faire débat. On a l'occasion d'avoir mettre sur ce plateau. Rassurez-nous, les conditions ont bien été respectées. Alors, bon, on pourra dire oui, d'abord peut-être pour ceux qui nous suivent, il faut quand même leur donner peut-être la définition de l'extradition. C'est quoi? C'est une procédure basée sur une coopération judiciaire internationale par laquelle on a un État dit État requis qui va donc remettre à un autre État requérant une personne pour qu'elle y soit poursuivie pénalement ou il exécute sa peine. C'est une procédure qui repose sur l'idée que la criminalité ne doit pas trouver de refuge derrière les frontières, tout simplement. Alors, pour revenir au cas de l'ancien président d'Amiba, qui était en exil donc au Togo, bon, je ne sais pas quel statut il avait là-bas au Togo. Est-ce qu'il avait un statut d'exilé politique? C'est une question qui est fondamentale pour savoir si les choses ont été faites en bonne et due forme. Alors, s'il avait le statut de réfugié politique, en principe, je dirais qu'il y a eu illégalité. Je dirais ça. S'il avait un statut en principe, hein, s'il avait un statut de réfugié politique. Pourquoi? Parce que le principe même du droit d'asile, hein, donc de réfugiés politiques, selon la Convention de Genève de 1951, c'est qu'on interdit le refoulement ou encore l'extradition d'une personne vers un pays dont il fuit les persécutions. Oui, dont il fuit les persécutions. Bon, ce principe qui, certes, existe, mais il existe quand même quelques exceptions. Les exceptions qui sont prévues, c'est par la même convention, qui sont, par exemple, si la personne est poursuivie pour des crimes graves, c'est-à-dire crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, ou des crimes... Là, c'est quasiment atteinte à la sûreté de l'État. Hein. Voilà, exactement. Et c'est là que j'allais en venir. Donc, des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État, qui sont des crimes assez graves. À ce moment-là, dans le cas d'une coopération judiciaire, donc, les autorités burkinabées demandent aux autorités judiciaires, hein, il faut le préciser, les autorités judiciaires burkinabées demandent aux autorités judiciaires togolaises d'examiner leur demande d'extradition. Et donc, le juge togolais va examiner et il doit s'assurer que les droits de la défense de la personne extradée soient garantis et que cette personne, si elle est extradée, ne puisse pas subir des traitements inhumains et dégradants, et notamment, par exemple, la peine de mort. Et je pense que dans le communiqué du gouvernement togolais, effectivement, il y a des garanties. Toutes ces garanties étaient données, et à partir de ce moment, je pense que l'extradition devrait se faire dans les règles de l'art. Et donc, je peux conclure que si l'on se réfère au communiqué des autorités togolaises, on pourra dire que oui, ça a été fait selon les règles de l'art. Brahima, on a appris aussi que cette extradition a suscité le mécontentement du président ivoirien. Est-ce que vous comprenez cet agacement, président Ouattara? Oui, non, mais je peux le comprendre parce que pour comprendre cela, il faut revenir sur le contexte dans lequel Damiba a rejoint le Togo. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, le Burkina faisait encore partie de la CEDEAO. Et quand le capitaine Traoré a fait le coup d'État en septembre 2022, il faut reconnaître qu'une bonne partie de l'armée burkinabé était encore avec Damiba. C'est-à-dire que le capitaine Traoré n'aurait pas tous les rênes du pouvoir. Il a fallu l'intervention des chefs coutumiers, donc le Moro Naba au Burkina Faso et d'autres leaders religieux, pour que Damiba cède, avec justement sous l'égide aussi de la CEDEAO. Et donc, on peut comprendre que le président Alassane a dû jouer un rôle dans ce processus-là. Et donc, c'est comme si ce sont des négociations
donc au niveau régional de la CEDEAO qui ont abouti au départ de Damiba du Burkina vers le Togo. Donc le Togo ayant été le pays qui a accepté. Il faut aussi rappeler aussi que moi j'appelle le Togo AES compatible, c'est-à-dire que c'est le pays qui a quand même entretenu de bonnes relations avec ce pays-là, malgré le coup d'État, malgré les tensions ou les sanctions, notamment que le Mali a connues, sanctions qui ont été d'ailleurs déclarées illégales par la Cour de justice de l'UEMOA, mais bon, ça c'est notre sujet. C'est une bonne info en plus, il faut... Bien sûr, bien sûr. Donc on peut comprendre le mécontentement du président Alassane parce qu'en même temps, ça crée aussi un précédent. C'est-à-dire que si demain on a de telles situations, c'est-à-dire qu'un chef d'État qui refuse ou qui accepte de céder le pouvoir, donc qui se retrouve dans un autre pays de la sous-région, ben, on pourrait se dire est-ce qu'un jour il pourrait être extradé vers son pays. Donc de ce point de vue, je pense que ça peut se comprendre effectivement parce que c'est un président qui a été créé avec cette extradition. Mais par contre, j'aimerais peut-être aussi entendre l'avis de notre... cher avocat là-dessus, quand on parle de l'asile politique, est-ce que ça crée des droits, mais est-ce que ça ne crée pas des obligations aussi? C'est-à-dire que, est-ce que même si on est un exilé politique, on a le droit de faire tout ce qu'on veut? Parce que les accusations qui sont portées contre Damiba, et d'ailleurs il a été cité plusieurs fois, pourquoi cette fois-ci ça a pris de l'ampleur? Parce que si vous avez suivi à la télévision burkinabé, après on pourra dire sur les conditions dans lesquelles ces témoignages ont été recueillis, n'empêche qu'il y a eu quand même des témoignages publics qui l'indiquent clairement, quoi. Et donc, est-ce que Damiba, depuis son exil vers le Togo, même s'il avait ces statuts-là, lui permettait justement de déstabiliser le Burkina depuis ce pays-là? Parce que ça crée une sorte de malaise entre le Burkina et le Togo. C'est-à-dire que le Togo ne peut pas être un pays ami avec le Burkina et héberger sur son territoire quelqu'un qui tente de déstabiliser ce même pays, quoi. Donc je pense que ça crée un peu des tensions comme ça qui pourraient peut-être expliquer. Mais c'est vrai que du point de vue régional et même au niveau des chefs d'État, effectivement ça crée un précédent parce que demain si on se retrouve face à un président qui accepte de céder le pouvoir, où est-ce qu'il va se refuser et qui pourra venir dans les années. En tout cas, c'est vrai que la position du Togo a beaucoup fait parler. Dans ma revue de presse ce matin, je lisais même qu'une phrase, on dit en extradant Damiba, le Togo ébranle les fondements même du droit d'asile en Afrique. Non, c'est absolument... non, il y a une question... Oui, effectivement, je l'ai dit, hein, quand on voit l'article 33, paragraphe 1er de la Convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés, les choses sont claires. On pose le principe de non-refoulement qui est souvent assimilé à l'extradition, d'accord? C'est-à-dire que si l'extradition, elle est faite, d'ailleurs, en France, il y a eu une jurisprudence comme ça en 1996, l'affaire Moussa Koné, qui était un de vos compatriotes maliens, où l'extradition avait été refusée par la France vers le Mali pour des raisons politiques. Mais là, pour le coup, pour le président Damiba, c'est des raisons qui sont pénalement qualifiables, on va dire ça, des infractions pénales. Okay? Alors, ça ne veut pas dire quand on a un statut de réfugié que même si on commet des crimes, etc., on a une espèce d'immunité. Non. Mais seulement l'État qui extrade doit s'assurer que les garanties procédurales soient respectées, que les droits de la défense de la personne extradée soient respectés. Je vous ai posé le principe, je vous ai parlé de des exceptions qui sont prévues à l'article 1er F de cette convention concernant les crimes graves. Or là, en l'occurrence, il est poursuivi non seulement pour le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, il y a aussi des questions de détournement, corruption, etc., etc. Donc je pense que le Togo n'a pas sapé en quelque sorte les règles relatives à l'extradition ou à la protection des réfugiés à partir du moment où, dans le communiqué, on voit très clairement que les autorités togolaises disent que les garanties procédurales sont respectées. Et donc, il n'y a pas de risque que M. Damiba soit exposé à des traitements inhumains et dégradants. À partir de ce moment-là, on peut dire que les choses ont été faites correctement. Alors, moi, je vais être très rapide suite à votre question. On a eu le cas, en fait, du journaliste béninois qui était, en fait, en exil au Togo, qui a eu la garantie effectivement participer à un événement en Côte d'Ivoire, et qui a eu, effectivement, une accréditation de l'État de Côte d'Ivoire, qui avait son statut de réfugié, qui a été, effectivement, à partir de la Côte d'Ivoire, renvoyé au Bénin.
Donc il n'y a pas eu effectivement, ils n'ont pas respecté. Est-ce qu'on peut parler d'accointance entre M. Talon et M. Ouattara? Ce sont des faits. Est-ce que là, le statut du réfugié a été respecté? Je peux vous citer, il y a pléthore d'exemples. On a des opposants maliens à partir de la Côte d'Ivoire qui ont effectivement demandé à renverser le régime. Vidéo à l'appui. Opposants maliens. Voilà. Dakwassi aussi, la jurisprudence de Dakwassi. Voilà, non, la jurisprudence de Dakwassi, effectivement, on rentre dans ce truc-là, mais on n'a même pas eu, parce que c'était flou. Donc, dire aujourd'hui que le cas d'Amiba alerte tout le monde parce que des droits ne seraient pas respectés, non, c'est de l'enfumage, tout simplement. Moi, je préfère être clair. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que autour de M. Damiba, la plupart des personnes du dispositif de M. Damiba, soit se retrouvaient au Togo, soit se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et de l'ex-régime déchu également de Blaise Compaoré. Vous vous rappelez, quand M. Damiba était au pouvoir, il a fait même revenir, d'accord, M. Blaise Compaoré au Burkina pour essayer de trouver une forme d'entente et de pardon vis-à-vis du pays. Simplement, le régime d'Abidjan, d'accord, a ses faisceaux. Ça peut déranger, voilà, ça peut déranger. Je vous rappelle, il y a une rencontre qui a eu lieu à Niangologo en mai 2024, entre M. Kassoum Koulibaly et M. Téné Birima Ouattara, où M. Kassoum Koulibaly demandait que, d'accord, des ex-officiers faisant partie de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui se trouve à Abidjan. Kassoum Koulibaly, qui est le chef d'état-major. Qui était, à l'époque, d'accord, chef d'état-major, qui par la suite est passé ministre de la Défense. Voilà, avait demandé à l'époque à M. Téné Birima Ouattara, qui était ministre de la Défense, que certaines personnes, des officiers qui sont recherchés, avec les sources des informations qui sont à Abidjan, ils demandaient à ce que, d'accord, et qu'ils soient, en fait, d'accord, rapatriés au Burkina Faso. Le ministre, à l'époque, M. Téné Birima Ouattara, avait donné des garanties. Il avait dit que oui, c'est en discussion et que cela allait se faire. Ça ne s'est jamais fait. Donc, au-delà de M. Damiba, il y a toute une nébuleuse. Est-ce qu'il y aura des choses qui vont fuiter? Moi, je souhaite qu'il y ait un procès qui soit ouvert. Il n'a pas encore parlé, hein, monsieur. Oui, bien sûr. Moi, je le souhaite vivement qu'il y ait un procès qui soit véritablement ouvert. Je ne veux pas quelque chose d'officieux qui va laisser un certain mystère où il y a du Damiba bashing. Est-ce qu'on aurait un scénario un peu à la Diendéré? Moi, j'espère qu'il y aura un truc à la guinéenne. Sincèrement, j'aimerais qu'il y ait, en fait, d'accord, un procès à la guinéenne, comme l'incident malheureux qui s'est passé au stade, d'accord, voilà, et tout. J'aimerais vraiment qu'on éclaircisse. Parce qu'au-delà de cela, il ne faut pas qu'on laisse aussi, d'accord, une sorte de mystère qui serait quand même flou, avec le gouvernement Ibrahim Traoré, où on a une sorte de persécution contre des personnes qui pourraient être, d'accord, un danger potentiel, où on pourrait dire non, mais Damiba, dans le fond, il n'a rien fait. On nous a présenté des gens qui sont venus faire des témoignages à la télé. Les témoignages à la télé, tout le monde peut en faire. D'accord, j'aimerais vraiment qu'il y ait effectivement une transparence et des preuves scientifiques à l'appui qui incriminent M. Damiba. Président. Moi, sur cette affaire-là, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, et Brahima vient de me conforter. Ces différents éléments qui sont passés à la télé, où on feuilletonnait quasiment les témoignages et autres, il a posé la question, c'est dans quelles conditions on a obtenu tous ces témoignages-là, tous ces aveux-là. Voilà pourquoi je dis, est-ce que peut-être qu'il y a longtemps que Ibrahim Traoré guette Damiba qui est au Togo là-bas. Donc, bon, c'est une possibilité. Hein. Moi, je dis toujours cette affaire-là, elle n'est pas claire. Il y a un clair-obscur. Pourquoi le président Ouattara se fâche? Non. On peut avoir des affinités ou de l'affection pour certaines personnes. Hein. Peut-être qu'il a des affinités ou de l'affection pour Damiba. Donc il peut se sentir triste ou mécontent de savoir qu'un de ses proches puisse passer. Ce sont des êtres humains. Hein. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aimer. Mais au-delà de l'argument en Côte d'Ivoire, non. Donc il est fâché avec le président fort. Je dis ça pour nuancer un peu ton propos. Les opposants maliens, celui qui a fait vidéo là, il lui a été clairement dit, plus jamais, et il lui a été demandé de quitter la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur a quitté la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne pouvait pas se permettre qu'un individu soit sur son territoire et ouvertement, de façon explicite, parle pour demander déstabilisation d'un autre pays. Ça a été fait. Maintenant, pour réviser la question, bon, j'ai déjà répondu, il peut avoir ses affinités, il a ses affinités. On sait que Damiba est proche de Blaise est proche de la famille Ouattara ou de Ouattara lui-même. Donc il y a toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Blaise Compaoré. Maintenant, oui, Blaise Compaoré, merci. Maintenant, est-ce qu'il est fâché il y a longtemps que Faure Gnassingbé et le président Hassan Ouattara, ils se parlent de façon, on pourra dire, diplomatique, civilisée. Ce ne sont plus des gens qui se tapent sur l'épaule. Non, c'est fini. Parce que le président Hassan Ouattara a compris que Faure Gnassingbé,
son AES compatibilité était suspecte et pouvait créer quelques petits... Au-delà du président Ouattara, est-ce qu'il n'est pas mis à dos même tous ses homologues? Parce que déjà même il boycotte quasiment, je ne sais pas s'il boycotte, mais il n'a plus en tout cas au sommet de la CEDEAO. Non, Faure Gnassingbé, sur ce plateau on a évoqué que Faure, là, même au Congo, Faure Gnassingbé et puis le président congolais Sassou, ils sont très proches. Hein. Donc il y a tous ces éléments. Aujourd'hui, est-ce que je disais ici, l'influence géopolitique, les choses sont en train de se mouvoir dans cette sous-région et quelquefois même ont des connexions avec l'Afrique centrale. Et Faure Gnassingbé est en train de s'épaissir d'une certaine façon dans cette partie de l'Afrique. Aujourd'hui, peut-être que le fait qu'il ait extradé Damiba va concourir à souder, consolider ses rapports avec ces 3 pays de l'AES et puis se donner plus... Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les idées diffusées dans ces pays de l'AES ont trouvent beaucoup d'écoute favorables de la part des jeunesses africaines. Donc aujourd'hui, Faure Gnassingbé, au-delà de sa gestion particulière du pouvoir au Togo, dans l'esprit des jeunes, dans l'imaginaire des jeunes africains, c'est le gars qu'il nous faut. Bon, j'arrive pour terminer. Oui. En fait, depuis 2023, 2024 et 2025, il y avait la demande qui avait été faite, c'est-à-dire, il s'appelle comment, Damiba avait toujours été accusé de fomenter des coups d'État. Et donc, on disait, le Burkina avait demandé à ce qu'il soit extradé. Mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, le Burkina demande au Togo d'extrader Damiba et la demande maintenant est acceptée, il est extradé. Donc je vais dire que du côté du Burkina, du Togo et de la Côte d'Ivoire, je vais dire qu'ils étaient peut-être alignés sur la même position. On ne livre personne parce que peut-être ils se disaient que les preuves n'étaient pas suffisantes. Donc ils étaient alignés sur la même position. Aujourd'hui, en extradant Damiba, c'est comme si le Togo assume le fait que les preuves qui ont été produites, les preuves qui ont été produites aujourd'hui donnent le droit de pouvoir, ils sont en quelque sorte obligés maintenant d'extrader Damiba. Et si le Togo trouve que l'extradition maintenant peut se faire, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire? Voilà, donc en quelque sorte, ça met la Côte d'Ivoire dans une position défavorable. En mode, c'est comme si en fait la Côte d'Ivoire se reprochait quelque chose. Le Togo, c'est comme si aujourd'hui le Togo s'est lavé les mains. Et donc cela met le président Ouattara dans une position, je dirais, un peu inconfortable. Donc c'est comme si le président Ouattara aujourd'hui, il cache quelque chose. C'est comme s'il couvrait des gens. Et moi, je pense que c'est ce fait-là qui pourrait potentiellement le mettre dans un état. En gros, c'est comme s'il avait été abandonné par le Togo dans cette lutte-là. Et donc aujourd'hui, légitimement, il s'est dit que voilà, le Togo peut-être n'a pas joué franc jeu, peut-être s'était entendu sur des choses au départ et finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir décrypté. Une petite précision rapidement. Il faut rappeler que la peine de mort a été rétablie au Burkina Faso. Alors, il y a un projet, non? Voilà. C'est officiel? Non, je crois que c'est officiel déjà. Ça a été rétabli. Et parmi les infractions qu'on reproche à Damiba, donc atteinte à la sûreté intérieure de l'État, et ça fait partie de ce qu'on appelle la haute trahison. Et cette infraction est punie la peine de mort. Mais il y a eu un accord. Dans le communiqué, bien sûr, le Togo n'est pas qui est l'application de la peine de mort. Il fallait faire cette précision pour là encore montrer que le Togo avait toutes les garanties nécessaires que M. Damiba ne sera pas condamné à mort. Merci beaucoup. Merci à Romain Kiko de Menk à la réalisation et bonne suite de programme.